à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par la Société française d'exobiologie. Donc, ça va être le dernier au cours de cette année 2022-2023. J'ai regardé, là, c'est le quatrième qu'on organise. On avait démarré à la rentrée avec Sean Raymond qui nous avait parlé de la formation du système solaire. Ensuite, Jacques Arnoux qui nous avait parlé de considérations plus philosophiques et épistémologiques concernant l'humanité face à l'extraterrestre. Et le dernier, il y a 2 mois, nous avait été donné par notre collègue Juan Fontecilla Camps euh, concernant les sources primordiales d'énergie pour la vie et le métabolisme de surface. Donc un webinaire orienté plutôt sur la chimie prébiotique. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir John Carter, qui est astronome, chercheur au LAM, l'Institut d'astrophysique de Marseille, et l'IAS, l'Institut d'astrophysique spatiale. Et on a eu cette idée avec le conseil d'administration de la SFE de l'inviter, puisque vous vous souvenez peut-être, au mois d'avril de cette année, l'une des dernières fusées Ariane 5 est lancée de Guyane pour envoyer vers Jupiter une très grosse et ambitieuse mission européenne, la mission JUICE, qui va atteindre Jupiter et son environnement dans quelques années, c'est 2031 si j'ai bonne mémoire, et explorer les lunes principalement Europe, Callisto et Ganymède. Et dans la presse et dans les médias, on a beaucoup entendu parler de la possibilité qui est de la vie dans les océans de ces satellites, et ça a été vraiment ce qui a été mis en avant. Et bon, nous qui connaissons un peu mieux la mission, sa charge utile, en étant à l'extérieur, on s'est dit, tiens, est-ce que JUICE est vraiment une mission d'exobiologie? Et donc, on a pensé à poser la question directement à un chercheur qui est impliqué dans l'un des instruments, plus généralement dans la mission. Donc, on a proposé à John, et on te remercie très chaleureusement d'avoir accepté de nous parler de cette mission, et puis pourquoi pas répondre et discuter avec tout le monde après quant au caractère exobiologique de cette mission. Voilà, je me tais, je te donne la parole, et puis tu peux partager ton écran. Merci beaucoup, John. Ça marche. Merci à toi, Hervé. Merci pour l'invitation. Je pense que vous voyez tous mes slides. Donc, effectivement, merci à tous également d'être connectés aujourd'hui. Et Hervé a été très filou parce qu'il m'a posé la question de cette invitation sur le thème est-ce que JUICE est une mission d'exobiologie juste après la tempête médiatique qui était afférente autour du lancement d'avril dernier de JUICE. Et donc, cette tempête médiatique était globalement très positive. Beaucoup de choses très, très justes et très bien ont été dites par les journalistes, par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, le CNES en France et bien d'autres. Mais de temps en temps, on entendait quand même des choses, parfois pour rire du fait qu'on allait trouver peut-être des crevettes sur Europe, ou on pouvait lire parfois que voilà, JUICE était une mission d'astrobiologie qui allait chercher de la vie dans les océans des satellites glacés de Jupiter, ou voilà, confirmer si la vie peut exister dans ces satellites-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, moi, parmi d'autres, nous titille un peu. Et donc, effectivement, cette invitation est arrivée pile au moment où on commençait à se dire, non, mais quand même, bon, il faut qu'on en parle. Et donc, je suis très heureux de pouvoir vous parler surtout de JUICE aujourd'hui, de la science de JUICE, qui est vraiment très excitante. Donc, je vous annonce déjà mon parti pris, qui est que JUICE est une mission, à mon sens, d'un point de vue technique et surtout scientifique, qui est extraordinaire, qui est d'une ambition incroyable. Et c'est super que l'Europe, l'ESA, porte ça. Et c'est une mission suffisamment extraordinaire et importante scientifiquement pour qu'on n'ait pas besoin de parler de crevettes sur Europe pour la justifier, car ces ambitions planétaires, d'études planétologiques et de planétologie comparée, sont en tant que telles extrêmement importants déjà. Et puis il y a un autre effet, c'est ce fameux effet d'annonce que nombre d'entre vous connaissent, qu'on connaît notamment pour Mars, où vous avez peut-être, si vous suivez l'actualité scientifique, entendu parler tous les 6 mois ou tous les ans du fait que sur Mars, voilà, on redécouvre de l'eau, on redécouvre que la vie est probable sur Mars. Et forcément, à force de vendre certaines découvertes comme ceci, ou certaines missions spatiales, il va y avoir une espèce d'effet de saturation du public et des décideurs.
si tant est qu'on pourrait aujourd'hui avoir une situation où des décideurs pourraient dire « mais cette question de la vie ailleurs, est-ce qu'on ne l'a pas déjà réglée? Est-ce que c'est nécessaire d'envoyer une nouvelle mission à 1,7 milliard comme JUICE ou d'autres pour répondre à cette question finalement assez triviale ?» Donc voilà, l'idée, c'était un peu de parler du fait qu'on ne va pas forcément découvrir des crevettes sur Europe avec JUICE, mais on va faire des choses incroyables qui sont suffisamment intéressantes en tant que telles. Donc, mon parti pris également, ce n'est pas tellement de vous parler de la sonde JUICE ou de sa trajectoire, puisque ça a été très bien discuté et présenté par l'ESA et les grandes agences. Et je vais, moi, plutôt essayer de me concentrer sur un chiffre qui est le petit 4% que vous pouvez voir ici sur cette slide, qui est la pourcentage de masse de cette très grosse sonde qui fait 6100 kg, dont 60% de carburant, donc ça c'est assez classique. Mais seulement 4% de ces 6 tonnes sont les instruments scientifiques, les 250 kilos de 10 instruments scientifiques que l'on a envoyés et qui justifient finalement cette sonde, et toute la science qui va pouvoir être faite, notamment en France et en Europe, grâce à cette sonde. On peut quand même noter quelques chiffres assez marrants, qui est que c'est une sonde quand même très, très lourde, très ambitieuse, des panneaux solaires gigantesques, 85 mètres carrés, c'est pas rien. Tout ça pour générer seulement 800 watts. Ça, c'est dû au fait que Jupiter étant loin du Soleil, eh bien, on n'a finalement pas beaucoup d'énergie solaire pour faire tourner notre engin. Nous avons également, vous pouvez noter, une assez grande antenne, une parabole de 2,50 m qui est nécessaire pour envoyer toutes les données vers la Terre quand on sera autour de Jupiter. Alors voilà, sur JUICE, on n'a pas la fibre. Hein. Le débit espéré, c'est environ 260 mégaoctets par jour. Donc il faut faire très attention à ce qu'on génère comme données, d'images ou autres, parce qu'on ne peut pas envoyer autant que l'on voudrait vers la Terre. Et enfin, on peut aussi noter une antenne radar, celle qui a mis un peu de temps à se déployer. Elle était un peu quelques difficultés, qui fait 16 mètres de long et qui va permettre de sonder la banquise et pourquoi pas les océans de ces satellites classés. Donc, pour la suite de cette discussion, moi, je vais vous parler des 4% là, de JUICE, qui correspondent aux instruments scientifiques. Alors, juste un petit rappel historique. JUICE n'est pas la première sonde, bien sûr, que l'on envoie vers le système de Jupiter. Et ce que vous pouvez voir sur cette infographie ESA, by the way, j'ai piqué pas mal de très belles infographies faites par l'ESA pour le lancement, comme celle-ci. Vous avez ici un certain nombre de survols qui ont eu lieu au cours surtout de la fin du XXe siècle par des sondes NASA et un peu ESA, qui ont survolé brièvement le système de Jupiter pour observer Jupiter et ses quelques lunes. Mais surtout, nous avons eu des orbiteurs, et un qu'il faut mentionner, qui est la sonde Galileo de la fin du XXe siècle, qui est restée en orbite un certain temps et a fait plein de grandes découvertes sur lesquelles se base aujourd'hui JUICE. Nous avons une autre sonde actuelle, Juno, qui étudie Jupiter principalement. Et enfin, donc, dans les années 2030, nous aurons 2 sondes, une sonde NASA, Europa Clipper, et une sonde ESA, JUICE, dont on parlera aujourd'hui. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, c'est parce que JUICE c'est important, je pense, de passer ce message. JUICE n'est pas une mission d'exploration, ce n'est pas une mission de reconnaissance, c'est une mission de maturité. C'est-à-dire que JUICE est une mission qui se base sur des résultats tangibles, des grandes questions qui ont été posées par les missions précédentes, notamment la sonde Galileo. Et donc, depuis le début, cette sonde a été conçue dans ses instruments, dans sa trajectoire, dans ses opérations scientifiques, pour répondre précisément à ces grandes questions qui ont été soulevées par les missions précédentes, et donc surtout Galileo. Donc, ce n'est pas une mission où voilà, on envoie quelque chose avec des instruments, on espère grappiller des informations. C'est une mission de maturité, de confirmation de buts scientifiques très précis. Donc, c'est ce qu'on appelle les known unknowns, c'est-à-dire ces grandes questions, on n'a pas aujourd'hui la réponse, mais on a fait cette sonde pour qu'on puisse répondre à des questions majeures. Nonobstant, il faut que la science reste quand même une source d'émerveillement, et donc on s'attend bien sûr à ce que on va avoir des grandes découvertes qui ne sont pas prévues, des choses sans doute qui vont infirmer nos modèles ou nos préconceptions, et donc on s'attend à avoir des unknown unknowns, c'est-à-dire des grandes découvertes nouvelles et des nouvelles questions qui vont se poser grâce à JUICE qu'aujourd'hui on est absolument incapable de se poser, et c'est ça qui est particulièrement excitant scientifiquement dans cette mission. Alors, un mot rapide sur la trajectoire, avant de vous parler essentiellement de la science de JUICE et de son caractère ou non exobiologique. Vous savez peut-être que JUICE, c'est une mission au long cours, hein, qui a mis 10 ans à se développer, qui a été lancée en avril dernier. Et sur ce diagramme, qui est un peu compliqué, vous pouvez voir qu'on va se balader pas mal dans le système solaire. On va survoler Vénus, la Terre, la Lune et la Terre, pour finalement arriver dans le système de Jupiter en 2031. Donc, on a
un peu de transport en commun à faire pour y arriver. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le Jupiter Tour, qui est un savant jeu de billard interplanétaire, où on va tourner autour de Jupiter en orbite et puis faire un certain nombre de survols des 3 lunes glacées. On va avoir en tout 2 survols proches de Europe, du satellite Europe, 21 survols proches du satellite Callisto et 12 survols proches du satellite Ganymède. Tout ça, c'est pour étudier ces 3 lunes, mais également, en fait, on se sert de ces survols pour changer notre orbite. Et finalement, dans les horizons 2035, se mettre en orbite autour de Ganymède. Donc, ce sera la première fois qu'une sonde faite par des humains se met en orbite autour d'une lune autre que notre lune. Donc, ce sera déjà une belle réussite. Ce sera une orbite initialement très elliptique, très excentrée, et puis petit à petit qui va devenir circulaire, de haute altitude, 5000 km, et puis de basse altitude, 500 km. Donc pour comparaison, 500 km, c'est à peu près l'altitude de la Station spatiale internationale. Donc on va vraiment être près de Ganymède et rester en orbite un certain temps. Malheureusement, c'est une orbite qui est instable dans le temps, et on aura à ce moment-là plus assez de carburant pour rester ou repartir de Ganymède. Et donc soit on va baisser notre orbite jusqu'à 200 km pour être encore plus en azimuth, mais le endgame est toujours le même, on va finir par s'écraser sur Ganymède aux alentours de 2035. On fera aussi quelques observations plus distantes, des satellites volcaniques Io, des anneaux de Jupiter, des satellites irréguliers, mais vous l'avez compris, je pense, le cœur de la science sera, outre étudier Jupiter, d'étudier principalement les 3 satellites glacés de Jupiter. Donc, parlons justement de ces fameuses cibles scientifiques. On dit souvent, et plutôt à juste titre, que le système de Jupiter est un mini-système solaire à lui tout seul, où Jupiter prendrait la place d'un Soleil et où les 4 lunes galiléennes, les grandes lunes de Jupiter, ces 4-ci, seraient des mini-planètes. Et c'est probablement vrai à pas mal de titres. Donc vous les avez ici, en fonction de la distance à Jupiter, Io la plus proche, ensuite Europe, Ganymède et Callisto. Et pourquoi on parle d'un système solaire miniature? Eh bien parce qu'initialement, on pense qu'elles se sont toutes formées à peu près des mêmes matériaux, dans à peu près les mêmes conditions autour de Jupiter. C'est le même voisinage. Cependant, aujourd'hui, il y a une grande diversité de toutes choses, de taille, de forme, de densité, de composition, d'activité, dans ces 4 corps qui initialement étaient pourtant très similaires. Donc c'est un peu le Disneyland de la planétologie comparée. On part d'un truc initial et par des processus différents ou d'intensité ou de constante de temps différents, on arrive à cette incroyable diversité d'aujourd'hui. Donc vous pouvez voir, parlant de diversité, que Io et Europe, proches de Jupiter, sont globalement plus petites que Ganymède et Callisto, qui sont plus loin de Jupiter. On peut aussi souligner ici en jaune la densité. Donc la densité ou la masse volumique, ça vous dit finalement si dans un certain volume, votre corps pèse beaucoup ou pas. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la densité, elle décroît aussi selon un gradient en fonction de la distance de Jupiter. On a d'abord une densité plutôt élevée, au-delà de 3 vers Io, puis ça décroît, 3, 1,9, 1,8, plus on s'éloigne de Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne nous dit pas exactement comment est répartie la matière à l'intérieur des lunes. Par contre, ça nous dit que globalement, sur l'ensemble, ces lunes sont plus ou moins constituées de tel ou tel matériau. Il se trouve que pour avoir des densités telles que Io ou Europe, il faut plutôt être formé de roches et de métal. On peut avoir un peu de glace, des choses comme ça, mais c'est globalement de la roche et du métal, un peu comme sur Terre. Or, quand on a des densités telles qu'on trouve sur Ganymède ou Callisto, là, on a aussi de la roche et du métal, mais on a une proportion de plus en plus élevée de glace d'eau principalement. Donc, clairement, on a des choses qui sont de base, d'un point de vue global, faites de choses très différentes. Et enfin, on peut aussi mentionner l'activité. Io, qui est tout à gauche, c'est ce qu'on appelle la pizza de Jupiter, de par sa couleur et ces espèces de taches qui ne sont pas des pépéronis, mais qui sont des volcans plus ou moins actifs. Donc c'est une surface qui non seulement est très jeune, qui se renouvelle en permanence, mais elle est active. C'est le corps le plus actif de tout le système solaire, c'est plus actif que la Terre. Europe, c'est un peu un corps intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est quand même globalement très jeune de surface, il est très peu cratérisé, on peut le voir déjà sur cette image, donc il est assez actif, mais il n'a pas non plus de volcan silicaté en tout cas. Ganymède et Callisto, c'est moins actif, de moins en moins actif, on va dire. Vous pouvez voir sur Ganymède, ici au centre, qu'on a une surface partiellement ridée, cratérisée, donc ça nous fait penser à des vieilles surfaces comme la Lune. Et puis il y a des endroits où on a un peu des espèces de grosses fractures géantes un peu plus claires qui sont d'évidence plus jeunes, donc on a quand même une certaine activité qui a eu lieu dans son passé pas trop ancien.
Et alors Callisto, pour beaucoup de géologues, Callisto, c'est le corps chiant du système solaire. Hein. C'est un peu un raccourci, mais c'est une grosse surface ancienne, très cratérisée, où il ne se passe pas grand-chose. Et ça fait probablement 4 milliards d'années qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est une surface, en fait, une des plus anciennes surfaces du système solaire. Donc, vraiment très, très peu active. Donc, on a vraiment un continuum de processus qui doivent avoir lieu sur ces différentes lunes. Et c'est ça qui est fascinant à comparer et à essayer de comprendre. Si on regarde d'un peu plus près, vous avez ici des images haute résolution prises par des sondes spatiales précédentes. On voit très bien Io, tout à gauche, en couleur exagérée, une caldeira avec de la lave et une coulée de lave récente. Les couleurs jaunes sont dues au soufre volcanique. Europe ressemble, à s'y méprendre, à une banquise fracturée, et c'est probablement effectivement une banquise de glace, une croûte de glace fracturée. Vous voyez que les fractures ont des couleurs, certes ici exagérées, mais elles ne sont pas totalement anodines, ces couleurs. Ganymède, c'est un truc un peu entre les deux, on le voit à nouveau, il y a des endroits qui ressemblent à des failles comme on voit sur Europe, et puis d'autres endroits plus cratérisés, un peu plus mornes. Et enfin, Callisto, voilà, c'est cratérisé, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de diversité. Donc, à nouveau, rien qu'en surface, on voit que c'est assez fascinant de pouvoir comparer ces différents corps. Et grâce à des modèles et aux mesures de sondes précédentes, on a une idée assez imprécise, mais n'empêche, on a quand même une certaine idée de la composition en subsurface et donc de la structure intérieure de ces satellites. Donc là, c'est un peu à comparer à vos anciens cours de géologie de la Terre, où on a des diagrammes de l'intérieur de la Terre. Et bien ici, on a des choses assez similaires. Si on part de la gauche, on voit que Europe possède de raie, a priori, un cœur métallique, comme le cœur de la Terre, un noyau fait de métal notamment, qui serait entouré ici en gris d'un manteau de roche, assez similaire finalement à notre manteau terrestre, moins chaud, mais de composition pas forcément trop différente. Et la comparaison continue, puisqu'on est à peu près convaincu qu'au-dessus de ce manteau rocheux, nous avons un océan d'eau liquide, fortement salé, mais liquide nonobstant, qui est à l'interface, en contact avec ce manteau rocheux, et il ne doit pas faire si froid que ça au fond de cet océan. Et donc ça, c'est très intéressant. Et là où la comparaison s'arrête, c'est que, bien sûr, l'océan, il n'y a pas d'atmosphère sur ces lunes, et donc l'océan n'est pas en contact avec l'espace. Il y a une épaisse croûte de glace, matérialisée en blanc ici, qui recouvre cet océan subglaciaire. Ganymède, c'est un peu la même chose, en plus grand, mais on a une petite couche supplémentaire, une petite subtilité, pas si discrète que ça. On a notre cœur métallique, notre manteau rocheux, mais ici, notre océan a été pris en sandwich, enfin, on le pense en tout cas. Notre océan subglaciaire existerait au conditionnel, et il est en sandwich entre une croûte de glace en surface et une autre épaisse couche, presque un manteau de glace, d'une composition également de glace d'eau, mais d'une structure un peu différente, car c'est de la glace haute pression qui a une cristallographie un peu particulière. Donc, on n'aurait pas un océan en contact directement avec de la roche, ce serait plutôt essentiellement de la glace haute pression. Et enfin, avec Callisto, vous voyez qu'il n'y a pas trop de structure à l'intérieur, donc c'est ce qu'on appelle un corps qui est peu ou pas différencié, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs. Et donc, on aurait plus ou moins un mélange de roche et de glace sur l'ensemble du corps. Ça demande à être confirmé. Et plausiblement ou possiblement un océan qui serait à nouveau à l'interface entre ce mélange roche-glace et une croûte de glace supplémentaire. Donc, voilà pourquoi on appelle ça les satellites de glace ou aussi des fois les mondes océans. C'est pour dire que ce sont des satellites qui possèdent probablement tous les trois un océan et qui sont recouverts par une plus ou moins épaisse croûte de glace. Donc ça a incité l'ESA à faire un concours pour le lancement. Ça, c'est le gagnant du concours, je le trouve assez réussi, du cocktail qui représenterait le mieux la stratigraphie de la structure interne de Europe. Et donc, vous pouvez voir un choix assez judicieux de composants avec des densités et des couleurs différentes. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir si dans 10 ans, est-ce qu'on pourra confirmer ou infirmer ce cocktail, ou est-ce qu'il faudra changer les ingrédients pour être mieux représentatif de la structure interne de Europe et de Ganymède. Voilà. Je ne l'ai pas goûté. Dans le détail, on va quand même dire 2-3 mots de plus sur ces corps, puisqu'ils sont quand même très intéressants et ce sont les cibles principales de JUICE. Vous voyez une vue un peu plus élargie de Europe à gauche, et on voit bien que c'est une espèce de grosse patinoire géante, une calotte, enfin une banquise blanche de glace d'eau fortement fracturée, avec des fractures de couleur un peu orangée. Et on voit que cette surface est peu cratérisée. Et quand on la date, autant qu'on puisse les dater, on pense que cette surface est très jeune. Elle a seulement une 50aine de millions d'années.
Donc, ça veut dire que si les dinosaures avaient un télescope et qu'ils pointaient leur télescope à Europe, ils verraient une surface qui serait totalement différente, en tout cas qui ne serait pas du tout la surface que l'on observe actuellement, ce qui est assez remarquable. Il n'y a pas beaucoup de corps du système solaire qui se renouvellent sur des échelles de temps aussi courtes, et donc ça nous indique que ce corps est probablement actif géologiquement et que cette activité est probablement liée à ce qu'on appelle les effets de marée, de par sa distance avec Jupiter et les interactions avec les autres lunes. Nous avons, comme je vous le disais, une forte présomption d'un océan liquide qui est sous-glaciaire. Pour cela, on a des arguments géophysiques, on y reviendra, et des arguments géologiques. Et parmi ces arguments, vous voyez ici un petit zoom sur une zone d'Europe qu'on appelle les chaos d'Europe. Donc, c'est cette image à droite. Et vous voyez ici que la banquise fracturée est interrompue par un espèce de grumeau un peu moche qui s'est mis là, un star sur la surface. Et en fait, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un morceau de banquise qui a fondu et qui est en train de se resolidifier. Alors tout ça, c'est solide, hein. Il n'y a pas d'eau liquide à la surface d'Europe, elle n'est pas stable. Simplement, l'existence de ces chaos et la couleur de ces chaos, qui correspond à une composition particulière, semble indiquer qu'à certains endroits, la banquise est très, très fine, voire elle a été fracturée, de l'eau a rapidement gelé en surface. Et donc, on aurait ici accès finalement assez facilement, enfin, tout est relatif, mais on aurait potentiellement accès aux océans de façon plus ou moins aisée dans ces zones très actives, très récentes. Et finalement, un dernier truc qu'il faut mentionner, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, s'agissant de la structure interne, nous avons un océan pas trop froid, a priori, on n'a pas vraiment la température, mais ce n'est pas trop froid, qui est donc liquide, qui serait en interaction avec un manteau rocheux, de composition probablement assez similaire au fond océanique terrestre. Or, qu'est-ce qu'on trouve dans les fonds océaniques terrestres lorsqu'on a un océan et un manteau rocheux qui est un peu chauffé? Nous avons des sources hydrothermales, hein, les fameuses fumeurs noires et les fumeurs blanches. On n'a pas forcément exactement la même chose sur Europe, hein, on n'en sait rien, mais disons que l'existence d'une source d'énergie qui réchauffe Europe, qui permet à un océan qui est en contact avec de la roche, ça ouvre la possibilité d'avoir des sources hydrothermales. Et sur Terre, ces sources hydrothermales apportent de l'énergie, des composés chimiques, de la chimie prébiotique, et surtout, elles sont parfaitement toutes colonisées par des formes de vie abyssales sur Terre. Et donc, le potentiel exobiologique d'Europe n'est plus à démontrer, au sens où la possible existence de ces systèmes hydrothermaux en profondeur justifie bien sûr une exploration approfondie d'Europe. Toujours est-il qu'il faudrait accéder à ces systèmes hydrothermaux. Une autre chose importante que l'on peut dire sur Europe, c'est que lorsqu'on regarde non seulement les couleurs ou la forme de cette surface, mais cette fois, si on regarde la composition, vous avez ici une carte de composition de ces fractures. Alors, sur cette image de fausse couleur, c'est un peu flou parce que c'est un vieil instrument des années 90 qui a observé à basse résolution Europe. Mais ce que vous voyez ici en rouge, le long de ces fractures, c'est la densité de minéraux qui sont des sels hydratés. Donc, ça peut être un peu comme du sel de mer, hein, votre sel de table, ou du sel de soufre, comme des sulfates. Et donc, nous avons dans les zones les plus jeunes des densités très élevées, non pas de glace d'eau, mais de sel. Or, les sels sur Terre, ils se forment principalement en interaction avec de l'eau liquide. Et donc là, on a à nouveau cette idée qu'on aurait de la glace d'eau, ou en tout cas on aurait de l'eau océanique ou de l'eau fondue dans la banquise qui remonterait en surface, qui solidifierait, et donc en se solidifiant, eh bien, on pourrait concentrer ces sels, et on détecte aujourd'hui ces sels à la surface. Donc, en étudiant la surface, on pourrait indirectement remonter à la composition de cet océan pour savoir si c'est une composition qui serait plus ou moins compatible avec ce qu'on considère être bien pour le développement de la vie telle qu'on la connaît sur la Terre. Un dernier point qu'il faut mentionner pour Europe, mais qui s'appliquera également pour Ganymède, je vous en parlais tout à l'heure, nous avons ces terrains chaotiques tout à droite, nous avons ces fractures ici au centre, et puis nous avons une détection récente, très récente, de possibles plumes ou de geysers à la surface de Europe qui semblent témoigner d'une activité. Et pourquoi ces structures actives ou jeunes sont importantes? Eh bien, nous avons des modèles, vous en avez des exemples ici en bas, qui expliquerait, alors il y a plusieurs modèles, hein, mais certains modèles pourraient expliquer ces différents phénomènes comme étant, comme je vous le disais, de l'eau océanique qui remonte jusqu'à très faible altitude, proche de la surface, et qui se solidifie ou qui passe en phase gazeuse en faisant des plumes. Et donc on aurait donc un accès
plus ou moins directe à du matériel qui viendrait de l'océan. Et c'est très important pour, bien sûr, comprendre l'état physique et chimique, surtout chimique, de cet océan. Là, je vous montre une vue d'artiste qui est, bon, moi, me fait toujours un peu sourire parce qu'on s'en sert beaucoup pour parler d'Europe, pour demander des financements, et à raison, puisque c'est une possibilité qui est tout à fait crédible. Cependant, au-delà d'être une vue d'artiste, je dirais que c'est aussi une vision espérée de la surface de Europe, de la proche surface de Europe. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici, vous voyez plusieurs phénomènes. Vous voyez un océan en bleu foncé, ensuite une calotte polaire, une croûte, enfin pas polaire, une croûte globale de glace. Et puis, on aurait un peu comme des volcans terrestres, des fractures avec une remontée ce ne serait pas du magma, mais du cryomagma, donc de la glace et de l'eau qui monterait jusqu'en surface, qui ferait ces geysers qu'on peut voir ici. On aurait aussi ce qu'on appelle des diapyres, donc des remontées plus lentes de masse d'eau liquide et salée qui remontent petit à petit jusqu'en surface. Nous aurons ces intrusions dans les chaos et dans ces failles. Et donc tout ça, c'est peut-être vrai, et ce serait super, puisque ça nous permettrait d'accéder à la composition de l'océan de façon relativement directe, en étudiant la surface et ou en étudiant ces fameux geysers, en allant échantillonner ce qui sort de ces geysers. L'intérêt de la mission JUICE et de sa sœur de la NASA Europa Clipper, c'est de confirmer si oui ou non ces phénomènes-là existent. Donc, vous voyez, on n'est pas là pour chercher des crevettes, on est là pour confirmer que s'il existe des crevettes, eh bien, elles ont des mécanismes, les pauvres, pour remonter à la surface dans des chaos ou dans des geysers. Donc, il y a une subtilité qui est quand même assez importante à mentionner, c'est qu'on est là pour trouver s'il existe des mécanismes qui justifient qu'on ait accès ou pas à cet océan, que cet océan puisse avoir une chimie prébiotique, voire biotique, ça, c'est encore, bien sûr, une autre question. On n'en sait absolument rien. Je mentionne un mot sur Callisto, en sautant exprès le satellite Ganymède, parce qu'on va en parler juste après. Callisto, je vous le disais, c'est un satellite partiellement différencié, à la très ancienne surface cratérisée depuis des milliards d'années. Il n'y a pas de tectonique géante. Mais comme vous pouvez pas trop le voir ici, mais il y a quelques structures tectoniques quand même qui subsistent, qui rendent ce corps intéressant, où on se dit que quand même, aujourd'hui, peut-être que c'est un corps totalement mort, mais dans son passé très très ancien, si on remonte à des processus vraiment primordiaux dans le système solaire, eh bien, on avait peut-être des processus un peu plus dynamiques assez intéressants. Et par ailleurs, on a détecté avec la mission Galileo ce qu'on appelle un champ magnétique induit, donc c'est-à-dire c'est la réponse de cette Lune au champ magnétique de Jupiter, qui lui est très intense. Eh bien, ce champ magnétique intense, lorsqu'il va traverser Callisto, il va être légèrement dévié. Et cette déviation pourrait s'expliquer par la présence d'une couche conductrice qui serait un océan riche en sel qui conduit de l'électricité, un champ magnétique et électrique. On a aussi une chimie de surface possible, puisque l'environnement de Jupiter est très énergétique. On a une magnétosphère intense qui joue en fait le jeu d'accélérateurs de particules, qui injecte des particules et de l'énergie à la surface de Callisto, qui pourrait faire des réactions chimiques assez sympas. Mais c'est vous dire si on ne connaît pas grand-chose de Callisto, puisque c'est une surface qui certes possède de la glace, mais qui est globalement plutôt pauvre en glace comparée aux deux autres satellites. Et surtout, en fait, l'essentiel de cette surface est composé de quelque chose dont on ne sait absolument rien. On ne sait pas ce que c'est. Et on envoie cette sonde, notamment pour comprendre qu'est-ce qui fait la majorité de cette surface. Est-ce que c'est de la matière organique qui viendrait des astéroïdes, des comètes, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? On ne sait absolument pas, et c'est très important de comprendre ce processus. Donc, on ne sait pas grand-chose, finalement, sur ce corps. Donc, j'en viens aux objectifs de JUICE. JUICE a deux objectifs principaux. Le premier, c'est un terme que, bon, personnellement, me chagrine un peu, c'est étudier les zones habitables des 3 satellites classés. Donc, par là, on attend bien sûr d'étudier les océans subglaciaires potentiellement habitables. Encore que, qu'est-ce que veut dire ce mot habitable? Ça, c'est un débat, même au sein de la SFE. En tout cas, on comprend que c'est étudié là où il y a eu de l'eau liquide, où il y a de l'eau liquide dans ces corps-là, avec un focus particulier sur le satellite Ganymède, dont on va parler dans un instant. Il y a d'autres buts, et je fais le parti pris, parce qu'on s'intéresse surtout aux aspects exobiologiques, et je suis aussi pas du tout forcément calé pour vous parler du reste. On ne va pas tellement parler de Jupiter, on ne va pas tellement parler des petits satellites, ni de Io, ni de ses anneaux. On va surtout se focaliser en fait sur Ganymède et un peu les deux autres. J'en viens à comment on fait de la science avec le satellite JUICE. Donc JUICE, c'est, comme je vous le disais, c'est un bus, et 4% de la masse de JUICE, ce sont 10 instruments scientifiques
qui sont résumés ici dans cette infographie de l'ESA. On ne va pas les passer tous en détail, mais sachez qu'il y a trois types d'instruments, on va dire. Des instruments qui vont faire des mesures à distance, donc par exemple des caméras ou des spectromètres ultraviolets, visibles, infrarouges, submillimétriques. On a des instruments qui vont faire des mesures indirectes de géodésie ou de géophysique, comme un radar, comme une expérience qui va mesurer la gravité, le champ de gravité des satellites. Et puis, on a des expériences qui vont faire des mesures in situ, c'est-à-dire mesurer l'environnement au niveau de JUICE lui-même, du satellite, son environnement magnétique, électrique, plasma, de particules. Donc, on a un magnétomètre, un spectromètre de masse, un compteur de particules, un spectromètre plasma qui va mesurer plein de propriétés locales. Je suis relativement mal placé pour vous parler en détail de ces instruments. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que JUICE, c'est par cette payload, donc c'est-à-dire cet assemblage d'instruments très importants et très ambitieux, qui sont vraiment le state of the art de ce qu'on sait faire en instrumentation, principalement en Europe et un peu aux États-Unis. JUICE, c'est vraiment l'archétype d'une mission interdisciplinaire en sciences planétaires. Avec tout ça, on peut étudier de façon très détaillée et très compréhensive le système de Jupiter. Mais vous voyez que dans ces instruments-là, il n'y en a pas qui s'appellent Life Detection ou Detection of Organics en Europa ou des choses comme ça. Eh bien, c'est parce que justement, on n'a pas d'instruments qui sont faits spécifiquement pour détecter de la vie. Surtout que nous sommes une sonde orbitale, il faut le rappeler, nous ne sommes pas une sonde qui va se poser à la surface ou qui va aller gratter sous la surface pour voir ce qui se présente, comme on peut le faire aujourd'hui sur Mars, par exemple, ou sur certains astéroïdes. Pourquoi Ganymède? Donc, vous l'avez compris, Ganymède, c'est la cible principale de JUICE, et on va se mettre en orbite autour de Ganymède. Alors, il y a des raisons pragmatiques. Une raison, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, c'est que Ganymède étant un peu plus loin de Jupiter, elle est moins bombardée par le rayonnement radiatif de Jupiter, beaucoup moins que le satellite Europe ou Io. Et or, cet environnement radiatif, je vous le disais, Jupiter, c'est une espèce d'accélérateur de particules géants, avec notamment des électrons et des protons de haute énergie, jusqu'à la centaine de mégaélectronvolts, donc ça commence à envoyer du lourd. Et ça a tendance à endommager les humains. Oui, il ne faudra mieux pas envoyer des crevettes terrestres, en tout cas dans le système de Jupiter. Elles ne survivraient pas longtemps aux radiations. Mais ça endommage également les machines. Et il y a eu des missions précédentes dont certains composants sont tombés en panne, sont tombés en rade, parce qu'ils ont été littéralement grillés par les radiations de Jupiter. Une façon de survivre, c'est de se blinder, donc c'est de rajouter du blindage autour de certains composants. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher parce que soit on utilise des composés qui sont précieux, soit on utilise des choses qui pèsent lourd pour arrêter la radiation. Et le poids, c'est de l'argent aussi quand on envoie une sonde spatiale aussi loin. Donc c'est techniquement beaucoup plus facile de rester en orbite autour de Ganymède que Europe. D'ailleurs, la sonde de la NASA ne va pas être en orbite autour d'Europe. L'autre raison pragmatique, c'est celle-ci, justement, cette sonde de la NASA, Europa Clipper. Historiquement, en fait, il y avait une mission jointe entre l'ESA et la NASA qui finalement a fait chemin à part, mais on retrouve quelque part la philosophie initiale de cette mission jointe il y a une quinzaine d'années, puisque nous avons un orbiteur qui va surtout s'intéresser à Europe, et nous allons surtout nous intéresser aux autres satellites. Donc on s'est un peu, entre Europe et États-Unis, on s'est partagé le territoire, on s'est coupé le système de Jupiter en deux. Et donc la sonde NASA Europa Clipper va faire au moins 45 survols à très basse altitude du satellite Europe. Donc certains survols, c'est du RASMOT, 25 km d'altitude. C'est vraiment, vraiment du RASMOT, et va notamment essayer d'analyser des hypothétiques plumes qui sortiraient, ces geysers à la surface d'Europe, y compris avec des spectromètres de masse pour des études détaillées. On va aussi faire ça avec le même type d'instrument avec JUICE, mais sur JUICE, nous avons, pour plein de raisons, seulement 2 survols du satellite Europe, avec une altitude un peu plus safe, qui est 400 km. Et on fait ça parce que ça nous intéresse d'étudier Europe, mais ça va nous permettre aussi d'étudier l'ensemble du système de Jupiter, qui nous intéresse bien sûr également. Donc ça, ce sont les raisons pragmatiques, mais on a de très bonnes raisons, par ailleurs, scientifiques, d'étudier Ganymède, ce qui est l'enjeu du reste de cette discussion. Ganymède, c'est un corps intermédiaire, quelque part, entre Europe, plus proche de Jupiter, et Callisto, plus lointaine de Jupiter. On l'avait vu tout à l'heure, et on le revoit sur cette vue en haut à droite de l'ensemble d'un disque de Ganymède. On a cette vieille surface cratérisée un peu ridée, et puis on a ces espèces d'énormes traverses claires, là, des énormes fractures qui ressemblent un peu aux fractures de la banquise de Europe. Et c'est probablement pour une bonne raison que ça se ressemble,
puisqu'on pense qu'on a ici un peu les deux processus, donc de vieilles surfaces cratérisées et de surfaces qui se renouvellent, mais quand même beaucoup moins vite que la surface de Europe. Et donc voilà, on aurait ici, quand on s'intéresse à la planétologie et la planétologie comparée, on cherche à comprendre les différents processus dans le système solaire, et même par extension ensuite dans les autres systèmes planétaires. Or, en étudiant Ganymède, eh ben, on comprendra mieux ce qui se passe sur Europe, on comprendra aussi mieux ce qui se passe sur Callisto. Donc, c'est quelque part un peu le corps idéal à étudier pour comprendre leur diversité. Sur cette image en bas à droite, vous voyez à nouveau cette différence entre des terrains qui ont l'air tectoniques, un peu récents, clairs, riches en glace d'eau, et les autres terrains plus sombres, plus anciens, qui sont riches en, pas de la glace d'eau, mais on ne sait pas trop quoi, comme Callisto. Une autre très bonne raison scientifique d'aller étudier Mercure, c'est que Mercure possède un champ magnétique intrinsèque, c'est-à-dire elle possède une magnétosphère. C'est avec la Terre et Mercure les seuls corps solides du système solaire, les seuls, qui possèdent une magnétosphère propre, et c'est donc le seul des 4 satellites de Jupiter qui possède sa propre magnétosphère. Donc ça, c'est remarquable, et ça a été découvert par Galiléo, et maintenant on cherche à le comprendre, et on a les instruments pour comprendre ça de façon très précise. Cela requiert quoi? A priori, cela requiert qu'il y ait un cœur de fer et d'autres métaux et de soufre qui soit fondu et qui soit en rotation à l'intérieur dans le cœur, finalement, dans le noyau de Ganymède, et que c'est ça qui génère par effet dynamo ce champ magnétique. Donc, c'est une très belle énigme que l'on va pouvoir préciser grâce aux instruments de JUICE. Mais vous voyez que sur cette image à droite, on n'a pas seulement un champ magnétique intrinsèque, on a ce qu'on appelle un champ magnétique induit. Et on en a parlé tout à l'heure pour Callisto, c'est une déformation du champ magnétique de Jupiter. Donc vous voyez les lignes de champ de très grande taille qui se baladent tout autour de Jupiter. C'est un très très grand champ magnétique, et il est dévié légèrement, pas tant légèrement que ça à vrai dire, par Ganymède, par l'intérieur de Ganymède. Et une façon d'expliquer cette déviation, c'est la présence d'un océan. Et ça a été confirmé de façon assez claire très récemment, il y a quelques années seulement, après la sélection de JUICE, par, paradoxalement, des émissions aurorales. Alors, comment est-ce qu'on arrive à lier des aurores, comme des aurores qu'on peut voir sur Terre, les aurores boréales, avec un océan? Eh bien, les aurores, par définition, ce sont des phénomènes qu'on observe dans l'ultraviolet. Ici, c'est observé en bas à gauche par le télescope spatial Hubble, c'est ce qui est en ton bleu et blanc. Et ces aurores, par définition, elles suivent des lignes de champ magnétique. Et on peut suivre comment elles se répartissent en fonction de l'orbite de Ganymède autour de Jupiter. Et ce que vous avez à droite, en bas à droite, c'est un modèle qui vous explique comment s'orientent ces aurores et comment elles évoluent avec le temps en fonction de si vous avez un corps qui n'a pas d'océan ou si vous avez un corps qui, en profondeur, en grande profondeur, possède un océan salé qui a un impact sur le champ magnétique. Or, on a comparé les modèles avec les observations et il se trouve que ça colle très bien avec l'existence d'un océan. Donc là, on a une très belle preuve, certes indirecte, mais quand même assez forte, assez crédible, que non seulement on a un champ induit, mais la variation du champ observé est due à la présence d'un océan en subsurface à plus grande profondeur que Europe. Un dernier point que je veux mentionner sur Ganymède, c'est sa chimie très intéressante de surface. Vous avez ici 2 types de cartes qui représentent à chaque fois une carte globale de Ganymède. En haut, vous avez une carte qui a été faite depuis les grands télescopes au sol. Donc ça a été fait depuis la Terre. Ce n'est pas très précis, mais ça permet de faire quand même des choses assez sympas. Et le code couleur que vous voyez, ce sont la répartition à la fois de la glace d'eau à gauche et des sels, ces fameuses sels dont on a parlé pour Europe, qui seraient issus possiblement d'une réaction avec de l'eau liquide dans un océan en profondeur. Ce qu'on peut d'abord noter à gauche, c'est que la répartition de cette eau, ce code couleur, il suit ces lignes rouges, ces petits traits en pointillés rouges. Et ces traits en pointillés rouges, ce sont en gros les lignes de champ magnétique générées par Ganymède. Donc on voit là qu'il y a quelque chose d'assez incroyable et assez unique à Ganymède, qui est que la composition de la surface est fonction de l'effet plus ou moins protecteur de la magnétosphère de Ganymède. Et donc on a très envie de comprendre quel est cet effet et de le préciser. Donc c'est une très belle énigme scientifique. Mais peut-être plus important encore pour notre thématique, vous voyez qu'à droite, nous avons des espèces de grumeaux, des patchs, des blobs de zones plus colorées que d'autres, avec du jaune et du rouge. Et ça, ce sont des dépôts de sels particuliers, de sels de chlore ou de sels de soufre, qui sont corrélés pas avec juste la latitude, par exemple, mais qui sont corrélés avec la géologie.
Et on a la même chose sur la carte du bas. La carte du bas, qui est surtout en bas à droite, qui est colorée en rose, en rouge, c'est la carte des sels qui sont répartis à la surface de Ganymède. Celle-ci a été prise 20 ans avant par la sonde Galileo qui a survolé Ganymède. Et donc, ce que vous voyez, c'est que cette répartition n'est pas totalement aléatoire, elle est liée à la géologie, et elle nous indique que plausiblement, même si on n'en est pas sûr, ce que ça traduit, c'est que ces sels, ils viennent de profondeur, ils viennent de masses d'eau, soit océaniques, soit intermédiaires, dans la banquise, qui ont fondu, concentré ces sels, qui sont d'une façon ou d'une autre réussis à remonter en surface, et en étudiant beaucoup plus précisément, grâce à JUICE, la répartition et la composition de ces sels, on espère pouvoir savoir si oui ou non ce que l'on voit, c'est lié à cet océan, comme pour Europe, mais c'est plus difficile sur Ganymède car l'océan est bien plus profond, on va le voir. On a peut-être là aussi un accès à cet océan subglaciaire dans la composition de surface via des mécanismes tectoniques peut-être qui font remonter du matériel liquide jusqu'en surface où ça gèle et puis on peut voir ces sels. Là, je mets juste la casquette de représentant de la France dans JUICE que je peux faire pendant cette discussion pour vous dire que la France a beaucoup contribué à cette mission JUICE, puisque là, on va parler maintenant de qu'est-ce que JUICE va faire pour répondre à la thématique ExoBio, donc la dernière partie de cet exposé. Je tiens à préciser, donc, via cette infographie préparée par le CNES, que voilà, beaucoup de laboratoires et des instituts comme le CNES ont construit, financé, accompagné le développement des instruments scientifiques, donc de 6 des 10 instruments scientifiques de JUICE, en région parisienne, mais pas que, hein, vous pouvez voir que c'est totalement décentralisé. Et j'en profite pour vous parler un peu plus spécifiquement de l'instrument qui s'appelle MAGIS, qui est représenté en rouge ici, dont j'ai la chance de faire partie. Et donc MAGIS, dont vous avez une photo ici à gauche, c'est un instrument qui a été développé en responsabilité à l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université Paris-Saclay, en co-responsabilité avec l'Italie. Et c'est ce qu'on appelle un spectro-imageur visible et infrarouge, c'est-à-dire que ça va faire des images, mais aussi des spectres, pour accéder à la composition de la surface des différents corps qui vont être observés par JUICE. C'est un instrument qui est sensible à la gamme spectrale visible et infrarouge, dans le détail entre 500 nanomètres et 5,5 micromètres, et qui va quand même faire des images d'une qualité tout à fait honorable, puisqu'on va avoir des images jusqu'à 75 mètres par pixel de résolution, ce qui est honnêtement pas mal. Qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, pas seulement des images, ça permet de distinguer, de faire des cartes qui permettent de distinguer les différents minéraux hydratés à la surface de ces satellites. Donc, je vous ai beaucoup parlé des sels hydratés, chlorés ou riches en sulfure, en soufre. Mais on va aussi, on espère en tout cas, et on s'est donné les moyens de pouvoir détecter de la matière organique de différentes natures qui serait présente à la surface de ces différents corps, avec bien sûr les implications que ça a pour la chimie prébiotique, voire biotique, même s'il ne faut pas trop rêver sur l'aspect biotique. Mais bon, je précise, c'est aussi un instrument versatile qui va être utilisé pour étudier l'atmosphère de Jupiter, les aurores, les exosphères des satellites, les plumes hypothétiques, les anneaux de Jupiter. Et je vous mets en bas la liste de l'ensemble des universités qui participent à cet instrument en France. Donc, c'est vraiment une grosse équipe. Et bon, je fais malheureusement là l'impasse sur toutes les autres contributions françaises que je vous ai mentionnées précédemment dans la slide d'avant sur les autres instruments. Elles existent, elles sont nombreuses. Je me permets le parti pris de vous parler surtout de MAGIS comme un des instruments principaux de la sonde JUICE. Dans le détail, un peu, on voit que en fait, on peut faire des cartes et des cartes de minéralogie et de chimie de la surface. Vous voyez ici sur ce diagramme à gauche une carte d'une surface hypothétique et en couleur, en fausse couleur, nous avons ici identifié des minéraux différents d'intérêt. Et si on extrait des pixels un par un de cette carte, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle des spectres de ces pixels. Et vous avez des spectres d'analogues de laboratoire qui ont été faits à droite, qui vous montrent des comportements spectraux très différents d'un composé à l'autre. Et c'est comme ça qu'on est capable d'identifier et de discriminer les différents composés minéraux, chimiques, organiques qui seront présents à la surface des satellites. En quoi c'est lié à notre thématique? Eh bien, je vous montrais tout à l'heure ce genre de carte qui nous montrait dans les failles tectoniques d'Europe, de cette banquise, ces zones très rouges et enrichies en sels de nature à préciser. Donc, ces cartes qui ne sont pas très précises, c'est un très vieil instrument développé dans la fin des années 80 qui a permis de faire ça, ce qui était déjà super pour l'époque.
on va permettre de faire des cartes beaucoup plus précises en composition, en résolution, et savoir vraiment de quoi sont faits ces sels, ces minéraux hydratés, et à quoi sont-ils corrélés d'un point de vue géologique. Et donc, on a vraiment hâte de faire ces mesures-là pour préciser un lien éventuel avec des océans riches en sel, justement. Donc, la toute dernière partie, il m'a fallu vous parler un peu de JUICE, de ses instruments et des cibles scientifiques pour qu'on essaie de tenter de répondre ensemble à cette question un peu provoque de JUICE est-elle une mission d'exobiologie? Donc, j'espère vous avoir convaincu que JUICE est une très belle mission de planétologie, très compréhensive, de grande maturité scientifique dans sa préparation, dans le choix de ses instruments et dans son profil de mission. Et donc maintenant, on va essayer de parler un peu de l'exobiologie. Quand on pense exobiologie, bien sûr, pour ces mondes océans, ces mondes glacés, on pense d'abord aux océans, bien sûr, et donc à ces masses d'eau liquide en général. Donc, il convient quand même déjà de se reposer la question, y en a-t-il déjà? Parce que, on n'est pas capable, bien sûr, d'atterrir, en tout cas pour l'instant, on ne s'est pas donné les moyens d'atterrir à la surface de ces corps, ni de faire des forages de plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres de profondeur pour aller directement récupérer avec notre épuisette de l'eau et voir s'il y a des poissons dedans. Ça, on n'est pas capable de le faire, et sans doute de notre vivant ne sera-t-on pas capable de le faire. Cependant, on a, comme je vous l'ai dit, des techniques indirectes qu'on va revoir ensemble avec JUICE pour détecter s'il y a ou pas quand même un océan. Donc on peut considérer que c'est très probable, c'est quasiment certain sur Europe, on a des indices géologiques et géophysiques, on l'a vu ensemble. Sur Ganymède, on peut considérer que c'est plausible, voire probable, on a des indices géophysiques, peut-être géologiques. Sur Callisto, c'est aussi possible, et on a des indices géophysiques pour. Donc ça, c'est des indices via des mesures, et ensuite on a les modèles qui regardent la température, la pression, la taille de ces différents corps. Et ces modèles nous disent, enfin, une grande majorité de ces modèles nous disent que oui, il est quand même fortement probable qu'il existe de l'eau liquide salée à une certaine profondeur dans ces trois corps, qui justifient de les appeler quand même des mondes océans, des lunes océans, de par cet océan supputé. Petite parenthèse, parce qu'on a parfois entendu que JUICE allait mesurer les océans, allait détecter les océans. Alors oui, peut-être, mais pas forcément de façon directe. Le seul instrument qui serait capable de détecter les océans, c'est le radar RIME, qui a cette très longue antenne, qui va permettre de sonder sous la glace pour voir s'il existe un océan. C'est une technique qui existe sur Terre, sur Mars, sur la Lune, et on peut l'appliquer donc sur ces satellites pour voir s'il existe un océan sous la glace. Vous voyez ici un zoom des diagrammes de l'intérieur de Europe et de Ganymède que je vous ai montré tout à l'heure, qui vous montre de façon schématique ce que l'on pense être la structure de la croûte de Europe et Ganymède. Une croûte de glace relativement fine de 10 à 30 km sur Europe, beaucoup plus épaisse, peut-être 150 km sur Ganymède, et puis des océans plus ou moins épais en dessous. La profondeur de pénétration du radar, c'est 9 km. Et donc, on ne pense pas que l'on sera capable, avec le radar de JUICE, de pénétrer en dessous de cette croûte de glace, et que sans doute faudra-t-il faire des mesures indirectes et pas directes pour mesurer directement s'il y a un océan en dessous de cette croûte de glace. Alors, je vois que mes slides ne bougent pas. Pause technique, on reprend. Alors, cette slide est un peu chargée, mais on ne va pas la regarder en détail. Simplement, c'est pour vous dire que, est-ce qu'on peut confirmer que ces océans existent et préciser leur nature? Oui, on peut, car on a des techniques dont je vous ai déjà mentionné avant. On a le champ magnétique induit, on peut regarder la géomorphologie, comme les chaos de Europe. On peut dater les surfaces pour voir si les surfaces se renouvellent régulièrement. On peut regarder la minéralogie, je vous en ai parlé juste avant. Et puis, on peut faire ce qu'on appelle de la géodésie, c'est-à-dire mesurer à la fois l'orbite et la forme précise des satellites. Et on sait, par exemple, via des modèles, que s'il n'y a pas d'océan, eh bien, les corps ne se déforment que très peu lorsqu'ils font leur orbite autour de Jupiter, par ce qu'on appelle l'effet de marée. Donc, vous savez peut-être qu'on a des marées océaniques grâce à la Lune sur Terre, mais on a aussi une marée physique, c'est-à-dire que la Terre elle-même se déforme légèrement, la Terre solide se déforme légèrement. Donc, Jupiter étant très massive et les satellites étant très proches de Jupiter, des effets de marée similaires existent qui vont déformer d'autant plus ces satellites.
Et s'il y a un océan sur ces différents satellites, eh bien, on s'attend à une déformation substantielle de la forme, donc à une élongation de la forme de ces corps de 4, 5 ou 6 mètres. Et donc, on a les instruments pour mesurer cette déformation. On peut aussi regarder des anomalies de gravité et des anomalies de rotation, qu'on appelle des librations, qui nous permettent de déduire d'une existence de masse d'eau profonde. Et enfin, je vous le disais, on peut toujours rêver et espérer faire des détections directes de poches d'eau liquide à moins de 9 km de profondeur grâce au radar. Donc, ce que vous voyez, c'est que tous les autres instruments, la plupart de la payload de JUICE a été faite pour finalement répondre à cette question. C'est, y a-t-il des océans? On va confirmer ça. À quelle profondeur? On va confirmer ça. De quoi sont-ils faits? On va travailler un peu là-dessus également. Je vous le disais tout à l'heure, le radar ne peut pas aller jusqu'à plus de 9 km de profondeur, donc on ne pourra pas voir de l'eau liquide directement, mais on a quand même des espoirs, puisqu'on a, c'est représenté schématiquement ici, quelques mécanismes qui nous permettraient de faire remonter de l'eau, on avait vu des schémas tout à l'heure, jusqu'à des profondeurs inférieures à 9 km, et donc il se peut quand même qu'on détecte des poches d'eau liquide à moins de 9 km de profondeur, et c'est en tout cas l'espoir qu'on a avec l'instrument RHINE. Un autre aspect, et ce sera un des derniers aspects qu'on verra ensemble, c'est sur l'exobiologie, c'est est-ce qu'on est capable de détecter les fameux composés des SNOPS, c'est-à-dire carbone, hydrogène, nitrogène, oxygène, phosphate, phosphore et soufre, qui sont les composés sur Terre qui sont nécessaires à la vie, à la chimie prébiotique et biotique. Peut-on directement étudier les océans? On a vu que non. Par contre, on a vu que grâce à ces fameux sels qui remonteraient peut-être en surface, on serait capable, en étudiant la composition via les instruments notamment MAGIS et UVS, on serait capable d'identifier certains sels et leur composition majeure, je vous les ai mis entre parenthèses, avec des choses riches en soufre, en chlore, en carbone, en fer, magnésium, etc. Donc, on est capable, on devrait être capable d'avoir une idée indirecte de la composition chimique dans certains cas des océans, surtout pour Europe, peut-être Ganymède. On est aussi capable de détecter des molécules organiques plutôt simples. Et si elles se corrèlent avec la géologie, c'est-à-dire avec les zones où on pense qu'on a éjecté, où on a fait remonter du matériel depuis l'océan, alors peut-être que oui, on pourra dire que bon, il y a peut-être de la matière organique dans cet océan. On n'est pas du tout sûr, hein, mais parce que le bémol, c'est que la limite de sensibilité d'une mission orbitale, elle est quand même assez forte. On ne fera jamais mieux que quelque chose qui atterrit ou qui va gratter sous la surface. Donc, on va faire ce qu'on peut avec cette mission-là. Et une autre information qui mérite d'être dite, c'est que grâce au magnétomètre, on va non seulement confirmer la présence de ces océans, mais on va aussi pouvoir mesurer la conductivité des océans. Or, on peut lier la conductivité des océans avec la densité, donc la concentration des sels et la nature de certains de ces sels. Donc, on n'aura pas exactement la composition comme dans une bouteille de Volvic. Vous n'aurez pas l'arrière de la bouteille de Volvic, mais vous aurez une idée quand même, pas trop délirante a priori, de la composition des sels à l'intérieur de ces océans, et donc une idée de est-ce que c'est quelque chose totalement incompatible avec les formes de vie des extrémophiles que l'on connaît sur Terre, ou pas. En tout cas, on aura quand même certains moyens de le faire. Les plumes, je vais passer très vite là-dessus. Simplement, sachez qu'il existe possiblement des plumes qui ont été détectées, donc ces fameux geysers à la surface de Europe. Ça s'est vu certaines années, et certaines années, ça ne s'est pas vu depuis la Terre avec le télescope spatial Hubble. Donc, ce sont les images de gauche. Donc, on pense que sur Europe, on a ces fameux geysers qui sont riches en eau et peut-être en autre chose, mais on ne sait pas quoi. Par contre, il faut quand même dire que pour l'instant, on n'a aucun indice en faveur de l'existence de plumes sur Ganymède. Donc Ganymède, qu'on va beaucoup mieux étudier que Europe, on ne sait pas s'il y aura des plumes, on l'espère, mais on ne sait pas s'il y aura ces plumes ou ces geysers, alors que c'est quand même assez plausible sur Europe. Donc sans aller dans le détail, sur la slide suivante, cet ordinateur est fatigué. Hop. Je ne vais pas détailler l'ensemble de cette slide, mais simplement c'est pour vous dire que les instruments là aussi ont été choisis pour détecter si on arrive à traverser une plume, ou en tout cas proche d'une plume, et détecter des molécules in situ, on devrait être capable de savoir plus ou moins de quoi est faite cette plume. Avec les instruments PEP, qui sont un spectromètre de masse, les spectromètres UVS et MAGIS, et le spectromètre SWI, on devrait savoir si cette plume contient de la vapeur d'eau, bon ça on s'en doute un peu, on devrait savoir si elle contient des glaces d'eau ou d'autres glaces, et on devrait aussi savoir s'il y a des composés mineurs comme des composés silicatés, des organiques simples ou des gaz légers comme le méthane, le H2. Ce ne sera pas non plus des analyses extrêmement précises, extrêmement poussées, mais
il faut qu'il y ait aussi des abondances assez élevées. Vous avez en bas à droite un tableau qui montre les abondances nécessaires de ces différents composés, certains étant importants d'un point de vue exobiologique. On est capable de les détecter s'il y en a assez et si nos instruments fonctionnent bien à ce moment-là. Et donc, l'intérêt de ça, c'est qu'on devrait pouvoir, si on traverse une plume, si les plumes existent, donc c'est beaucoup de si, savoir si ces plumes indiquent qu'il y a une activité hydrothermale, voire peut-être prébiotique, même si ce n'est pas une mission qui est faite pour étudier spécifiquement les plumes. On a une chance, une possibilité, disons, qui n'est pas sûre, mais d'étudier en détail ces plumes si ça se passe bien. Donc voilà, JUICE est-elle une mission d'exobiologie? Pour résumer cette thématique, je vous cite finalement une news qui a été faite par le CNRS en avril, que j'ai trouvé assez bien faite, qui a écrit « Pas question de chercher des petits hommes gris. Si JUICE est équipé pour détecter la présence éventuelle de certaines molécules organiques, sa mission est plutôt de déterminer si les satellites joviens présentent des caractéristiques physiques propices à l'éventuelle apparition de la vie. » Donc par là, on veut dire quoi? On veut dire, c'est le résumé que je vous donne en bas, avec JUICE, on va pouvoir confirmer la présence des océans, préciser leur épaisseur et leur profondeur. On va pouvoir préciser, sans en avoir une détermination nette, mais on va pouvoir quand même préciser mieux indirectement à nouveau leur composition de ces océans. On va pouvoir chercher des processus de mise en surface ou d'éjection récents, voire actuels de matière océanique, ces fameux geysers, ces fameux chaos, ces structures, plutôt pour Europe que Ganymède, mais possiblement sur Ganymède quand même. Et on l'espère, avec un peu de chance, je vous le disais, analyser directement des composés hydrothermaux ou organiques dans les hypothétiques plumes de Ganymède et les plausibles plumes de Europe. Donc on va faire des choses sur le thème de l'exobiologie, mais l'essentiel de la mission, j'espère vous en avoir convaincu, est une mission de planétologie comparée extrêmement précise. Je termine très rapidement sur les perspectives. Simplement, si ces plumes et geysers sont confirmés et s'ils proviennent d'un océan profond, ce qui n'est pas sûr, alors, bien sûr, on voudra plus tard les analyser in situ avec des spectromètres de masse et d'autres instruments dédiés, par exemple avec des survols. Mais pour ça, il va falloir attendre les résultats de JUICE et de Clipper, et donc ça ne sera pas décidé avant probablement mi-2030, sauf si, et donc pour une mission probablement dans les années 2040 ou 2050, hein, donc ce n'est pas tout de suite, sauf si peut-être, ayons de la chance, et le nouveau télescope JWST est capable de détecter des plumes et de caractériser leur composition. Si on trouve quelque chose d'incroyablement intéressant d'un point de vue hydrothermal ou de chimie biotique ou prébiotique, on peut toujours rêver. Alors oui, peut-être que ça justifiera une mission à plus courte échéance, ce qu'on appelle les missions FAST, pour aller étudier ces corps-là. Et c'est ma dernière slide. À plus long terme, qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment avancer sur le terme d'exobiologie? À un moment, comme souvent, il va falloir atterrir, faire éventuellement des mesures in situ ou de retour d'échantillons. Déjà in situ, ce serait bien. Il y a le projet NASA Europa Lander, qui est encore à l'état de projet, qui n'est pas financé pour l'instant, qui pourrait se faire, mais à échéance beaucoup plus longue, et qui, lui, irait atterrir sur la surface de Europe pour faire des mesures, y compris de détection de vie, en tout cas de molécules organiques plus ou moins vivantes, enfin, selon nos critères à nous. Le problème potentiel de la surface d'Europe, vous l'avez vu, c'est qu'on a possiblement une stérilisation de sa surface par l'environnement radiatif extrêmement hostile de Jupiter. Et enfin, si on veut vraiment avoir la réponse, le cœur net, ben, voilà, il va falloir forer. Et donc, vous avez ici des exemples de perspectives récentes, de pénétrateurs de la glace ou même de foreuses préparées, en tout cas d'un point de vue de recherche et développement par la NASA, dont le but, c'est quoi? C'est avec une petite source de nucléaire, de fission nucléaire radio-isotopique, de creuser et de faire fondre la glace en même temps et de descendre jusqu'à plusieurs kilomètres, c'est le projet SLUSH, plusieurs kilomètres de profondeur pour aller étudier la glace dans tous ses états jusqu'à pénétrer l'océan d'Europe pour pouvoir enfin récolter quelques crevettes. On peut toujours rêver. Et donc tout ça, c'est bien sûr des projets vraiment à terme très long. Et donc d'ici là, on a quand même une mission très excitante qui va pouvoir se faire avec JUICE. Et l'idée, c'est que JUICE et Europa Clipper nous donnent suffisamment d'éléments de réponse pour savoir s'il est concevable de faire ce genre de mission beaucoup plus ambitieuse techniquement pour aller étudier directement les matériaux prébiotiques, voire même biotiques de ces satellites. Je m'arrête là, j'étais un peu bavard, je m'en excuse, et je serais ravi de répondre à vos questions. Super, merci beaucoup, John. C'était vraiment passionnant.
Donc, je reprends le chat. Donc, j'ai vu une question avec du Python dedans, mais a priori, j'ai la traduction en dessous. Donc, Romain Logier, ben, je ne sais pas, vous pouvez prendre la parole si vous voulez ouvrir votre micro pour poser directement votre question. Sinon, je Oui, la bonjour. passe. Bonjour. Merci pour cette superbe présentation, très intéressante. Je me demandais si on doit vraiment attendre une répartition des différentes couches qui est parfaitement en sphère concentrique, comme on le voit sur les diagrammes, ou est-ce que on risque, enfin, ou est-ce qu'on aurait plutôt à envisager une répartition qui aurait une dépendance forte en fonction de la latitude. Je pense en particulier pour les couches de glace. Ouais, Qui serait dû à un mélange d'effets de marée, de la radiation solaire ou d'autres facteurs, en fait. c'est effectivement une très bonne question et c'est une grande interrogation hein, pour les géophysiciens qui s'intéressent à ces corps-là. Moi, je ne suis pas géophysicien, donc ce que je vais vous répondre est à prendre avec des pincettes. Cependant, on s'attend à ce que l'histoire soit pas si simple que ça, parce que comme déjà l'expérience montre que dès qu'on a des meilleures mesures et des meilleurs modèles qui fitent ces mesures, les choses sont jamais aussi simples qu'on le croit. On l'a vu récemment avec l'intérieur de Mars et la mission InSight. En fait, il y a deux choses déjà à dire. Premièrement, est-ce que ces corps sont ce qu'on appelle à l'équilibre hydrostatique? C'est-à-dire, est-ce que ces corps sont figés? Est-ce que les couches sont figées ou est-ce qu'il y a encore une évolution lente du fait des énergies résiduelles et de l'effet de marée? On ne sait pas. En fait, surtout pour Callisto, on ne sait pas si c'est des corps qui sont à l'équilibre, c'est-à-dire dont les couches ne bougent plus, ou si c'est des corps qui évoluent encore. Et donc, si c'est des corps qui évoluent encore, il est probable que tout ne se fasse pas de façon parfaitement homogène. Il y a des effets de contraction de croûte qui font des inhomogénéités. Donc ça, c'est une première interrogation. Et d'autre part, la sonde Galileo, de mémoire, donc dans fin des années 90, avait repéré des anomalies gravitationnelles, c'est-à-dire qu'en regardant le champ de gravité en passant à côté de certains satellites, eh bien, il y a des zones où il y a un truc bizarre, c'est-à-dire que ce n'est pas homogène. Il y a des endroits où la gravité est un peu plus haute ou plus basse, je ne sais plus, et ce qui indique qu'il y a une masse inhomogène en subsurface qui doit être plutôt de grande taille. Et donc, certaines théories pour certains corps comme Ganymède ou Callisto parlent du fait qu'il y a peut-être des morceaux de roche, des espèces de gros morceaux de roche qui sont piégés dans la glace en profondeur, mais qui seraient du coup une espèce de gros bloc inhomogène. On s'attend aussi à des phénomènes, j'en ai parlé tout à l'heure, de diapires. Les diapires, c'est un phénomène qu'on connaît sur Terre, qui sont des espèces de plutons, donc des remontées d'un matériau plutôt salé qui peut avoir une très très grande taille. Hein. Il y a des diapires qu'on peut voir depuis l'espace en Iran qui sont absolument magnifiques, qui font des dizaines de kilomètres de large, qui ont des grosses structures qui sont moins denses que la croûte au-dessus et donc qui ont tendance à remonter, à percer, à faire des inhomogénéités. Donc on s'attend quand même à ce qu'il y ait des inhomogénéités à petite échelle. À grande échelle, comme je vous le disais tout à l'heure, on a vu des choses un peu bizarres dans les données qui semblent indiquer qu'il y a des inhomogénéités. Ensuite, est-ce qu'on peut prédire exactement via les modèles les effets de marée, ce que ça fait? Peut-être, moi je ne saurais pas vous dire, je ne suis pas calé là-dessus, mais la réponse courte, c'est oui, ces modèles qui sont quand même assez simples, ils vont être affinés et on va très certainement trouver des excursions de ce modèle, donc des choses, des anomalies dans les couches de ces différents satellites. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai deux questions de Célia Desgranges. Donc, bah, vous pouvez poser vous-même. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup déjà pour le talk très pédagogue et super intéressant. Donc j'aurais deux questions, une sur Europe et une sur Callisto. Par rapport à Europe, une plume, elle serait visible pendant combien de temps? Est-ce que c'est une heure, un jour, une semaine? Et sous-jacent, est-il possible de faire traverser par la sonde une plume volontairement? Parce que le temps de voir que la plume est là et ensuite le délai des réponses entre Terre et la sonde, ou est-ce qu'il faut y aller au petit bonheur sa chance? Et est-ce que traverser une plume ne risquerait pas d'abîmer la sonde? Oui, de très très bonnes questions. Alors oui, une plume peut abîmer une sonde. Hein. On fait des survols qui peuvent être des fois de centaines de mètres ou des kilomètres par seconde. Donc on n'irait pas dans le centre de la plume, par exemple. Alors, dans le cas le plus favorable, où on voit une très grande plume et on a le temps d'orienter la sonde pour aller la traverser,
nous, scientifiques, on dira « chouette, allons en plein dedans, allons la traverser ». Et ensuite, vous aurez tous les ingénieurs et tous les navigateurs de l'ESA qui vous disent « mais arrêtez de rêver, les gars, c'est hors de question ». Donc ça, c'est déjà arrivé dans plein d'autres missions. Il y a ce que nous, scientifiques, on veut et il y a ce que l'ESA va vouloir accepter. Donc, et c'est probablement pas effectivement une bonne raison d'aller dans le centre de cette plume, ça pourrait être problématique. Après, on peut très bien aller dans des zones un peu périphériques où les densités colonnes, c'est-à-dire le nombre de particules par centimètre traversé est relativement faible, et on espère pouvoir quand même traverser ça. Mais pour revenir sur la première partie de votre question, on ne sait pas assez de choses sur ces plumes. Ces plumes, on sait qu'elles existent seulement depuis même pas 10 ans, et on les observe depuis la Terre quand on peut observer depuis la Terre, donc ce n'est pas tout le temps. Et en gros, il y a des années on a observé, on l'a vu, il y a des années on l'a observé, on ne l'a pas vu. Donc on n'a aucune idée de la dynamique de ces plumes. Est-ce que c'est un truc qui est à peu près en permanence, et puis des fois les vannes sont ouvertes et puis ça crache un peu plus de matériaux et donc on le voit, alors que des fois non? Ou est-ce que c'est des panaches qui, comme un volcan, de temps en temps sortent et de temps en temps ne sortent pas? C'est possiblement ça. Et donc, on n'a pas un suivi temporel assez long et assez grande fréquence temporelle pour pouvoir se dire que oui, OK, on va forcément voir des plumes. Bon, cependant, sur les observations récentes de ces plumes, on a vu quand même que c'est assez régulièrement, à l'échelle de l'année, qu'on voit cette plume. Donc, on pense que, notamment pour la sonde de la NASA Europa Clipper, sur la durée de sa mission qui est de plusieurs années, intégré sur cette durée, il est quand même assez probable que l'on puisse observer cette plume. Mais le problème, vous l'avez bien souligné, c'est que les trajectoires des sondes, on ne peut pas les modifier comme ça, justement, c'est très compliqué. Les observations sont planifiées à l'avance. D'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, on planifie quasiment à la seconde près nos observations avec nos instruments pour quelque chose qui se passe en 2035. Conceptuellement, des fois, c'est un peu dur pour nous d'accepter de faire ça, mais les agences spatiales, les navigateurs ont besoin de savoir à l'avance. On sait qu'il y a une certaine flexibilité, mais il n'y aura pas non plus une flexibilité de se dire, ça je vous assure, que si la veille on voit une plume, on ne pourra pas dire, regardez, on change complètement la trajectoire, on infléchit notre orbite, on dépense du carburant, et demain, on passe dedans. Ça, je ne pense vraiment pas que ce soit possible. Si la plume, on voit qu'elle dure dans le temps et qu'on peut l'observer, que ça prend des semaines ou des mois à se tarir, la source de la plume, alors oui, on a là une chance. Mais en gros, la réponse simple, c'est qu'on ne sait pas assez de choses sur ces plumes, sur leur densité, leur dynamique. C'est vraiment une découverte récente, à la limite de ce qu'on arrive à voir de notre détection, de capacité de détection depuis la Terre. On espère que JWST va permettre d'observer mieux, mais pareil, JWST ne va pas observer souvent, parce que c'est un télescope très demandé. Et donc, il est malheureusement possible qu'on passe à côté de pas mal de plumes, parce qu'on n'aura juste pas de chance ou pas la flexibilité d'aller directement les étudier. Merci beaucoup. Et ma deuxième question, c'était par rapport à Callisto, comment on peut être sûr qu'il n'y a pas de noyau? Alors ça, c'est les modèles qui nous disent, qui utilisent des données de survol de Callisto, qui utilisent en gros la trajectoire. Donc les géophysiciens regardent la forme de Callisto et surtout ils regardent la trajectoire de Callisto et sa rotation. Si vous avez un corps qui est plus ou moins différencié, avec des couches, donc des noyaux et autre chose, sa rotation va être influencée par les différentes couches. C'est comme une toupie, si vous mettez des choses plus ou moins lourdes dans une toupie ou vous mettez une couche liquide dans une toupie, elle ne va pas tourner pareil. On peut faire l'expérience sur Terre. Donc ça, c'est de la géophysique très mathématique, très calculatoire, très pointue. Et donc, les modèles actuels, mais qui se basent sur finalement très peu d'observations, parce que c'est seulement la sonde Galileo qui a pu faire ces observations, à ma connaissance, les peu d'observations qu'on a sont utilisées par les modèles qui disent que là, on ne voit pas de noyau. Mais il n'est pas du tout exclu qu'une fois qu'on fera nos 21 survols de Callisto avec la sonde JUICE, dont des survols très rapprochés et ou très lents, là, on aura énormément de données à plein d'endroits de la surface. Et donc, on va pouvoir calculer certains paramètres très connus, très clés géophysiques, qui vont permettre de nous dire est-ce que ou pas il y a un manteau et un noyau de plus ou moins grande densité. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que la densité globale du corps est quand même relativement faible par rapport à Europe ou Io. Et donc, on est plutôt dans un corps moins différencié, avec moins de phases lourdes, plutôt des phases riches en glace par rapport à Io ou Europe, par exemple. Donc, on n'a pas la réponse, mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout impossible qu'on découvre un noyau dans Callisto.
avec des observations de gravité, donc du champ de gravité de Callisto, qui seront faites par JUICE. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question de Fabien Stalporte qui vient de quitter le bureau parce qu'on est dans le même bureau, donc je vais lire sa question. Donc oui, tu mentionnais que la mission finira par un crash sur la surface de Ganymède et donc il y a des critères de protection planétaire. Et donc qu'en est-il de ces critères et donc voilà, pourquoi est-ce qu'on a le droit de cracher JUICE à la surface de Ganymède et est-ce qu'on aurait le droit de le cracher ailleurs par exemple? Oui, c'est une très bonne question. C'est un sujet qui, believe it or not, a été pris et est pris très très au sérieux par les agences spatiales européennes, américaines, des autres, qui est qu'il y a certaines régions où le potentiel qui est peut-être, même si c'est pas sûr, même si c'est peu probable, il suffit qu'il y ait un petit potentiel pour qu'il y ait une forme de vie, alors ça nous interdit de contaminer cet endroit avec une sonde spatiale. Donc, je n'ai plus en tête les dernières recommandations, mais je suis à peu près sûr qu'on n'aurait pas trop le droit de s'écraser sur Europe, en tout cas pas dans les zones, ce qu'on appelle les zones spéciales de Europe, qui sont les terrains chaotiques ou certaines failles où là on pense qu'il y a eu de l'eau liquide qui est remontée il n'y a pas si longtemps que ça. Mais s'agissant de Ganymède, puisque c'est de ça qu'il s'agit, Ganymède a été considéré que ce n'était pas une cible exobiologique suffisamment probable, en tout cas en surface, pour justifier qu'elle soit classée comme zone spéciale pour laquelle on n'aurait pas le droit de s'écraser et potentiellement de contaminer la surface avec JUICE. D'ailleurs, je crois de mémoire que JUICE n'a pas eu les procédures de décontamination aussi robustes que des rovers martiens, par exemple. Ça, c'est de mémoire, mais c'est à vérifier. Et donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, Ganymède, c'est quand même, il y a probablement, plausiblement un océan, mais il serait entre deux couches de glace assez épaisses. On aurait peut-être une centaine de kilomètres de glace avant d'arriver à l'océan. Donc c'est là où on se dit que bon, la probabilité qu'on contamine cet océan avec JUICE en s'écrasant dessus est finalement vraiment, vraiment très faible. Et il y a une raison pragmatique, c'est qu'une fois qu'on est en orbite à 500 km d'altitude au-dessus de Ganymède, eh bien on a pu, a priori, mais c'est quasiment sûr, on n'aura pas assez de carburant pour partir du système. On pourra soit rester un peu plus longtemps à 500 km, soit éventuellement descendre à 200 km d'altitude, mais là, les dés, en fait, les dés sont faits. Dès qu'on descend à 500 km, ce n'est plus qu'une question de mois, de semaines ou de mois avant qu'on finisse par s'écraser sur Ganymède. Ok, alors, je vois plus de questions dans le chat. Alors, je vais poser la dernière. Est-ce que donc il va y avoir Europa Clipper qui va arriver un petit peu avant, qui va rester au voisinage d'Europe. Est-ce que JUICE a un petit plus qui fait que même si la mission va rester très peu au voisinage d'Europe, elle nous apportera quelque chose que ne pourrait pas apporter Europa Clipper? Alors, c'est peut-être une Alors, question piège, parce qu'il ouais, faut bien connaître les deux payloads, mais c'est une question qui m'est venue vraiment naïvement en t'écoutant. c'est une très bonne question et je devrais connaître la réponse, mais je t'avoue, je ne la connais pas. Alors, il faut savoir qu'on a quand même globalement des payloads qui se ressemblent. On a beaucoup d'instruments qui sont assez similaires, mais il y a quand même quelques subtiles différences. Est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Bon, on a certains des instruments qui sont similaires, ont des performances sur certains aspects un peu meilleures ou un peu moindres. Donc oui, on peut parfois cartographier certaines choses avec un peu plus de précision, c'est pas impossible. Mais sur les aspects vraiment critiques, sur mesurer la composition, mettons, organique des plumes ou sonder la subsurface, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment un truc où on peut vraiment là clairement faire mieux? Certaines personnes le savent certainement, mais malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas la réponse. Ok, merci. Le radar de Europa Clipper, il a la même profondeur à peu près C'est pour ça, justement, je pensais à ça, mais je ne connais pas les chiffres. D'accord. Donc, Bon, je risque de dire une bêtise. ok. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Ben, merci encore, hein, John. Tu as fait un exposé vraiment Merci à vous. passionnant. Eh ben voilà, je remercie tous les participants de s'être connectés pour écouter ce nouveau webinaire.
Donc, je le mettrai en ligne prochainement sur la chaîne YouTube de la SFE. Vous pouvez y retrouver tous les précédents webinaires. Si vous allez sur le site de la SFE, vous pouvez aussi rejoindre la société. Si vous avez envie de soutenir notre société savante qui cherche à promouvoir l'exobiologie, hein, que vous soyez chercheur ou pas, hein, vous pouvez rejoindre la SFE en étant membre associé. Et ben voilà, je souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, un très bel été à tout le monde. Et puis voilà, on vous tiendra au courant dans les semaines qui viennent probablement pour proposer un nouveau webinaire qui aura lieu, je pense, après la rentrée, fin septembre, début octobre, si on garde un bon rythme. Merci encore à toi, John, et à bientôt, et au revoir à tout le monde. Merci à vous.